Alors, on est lundi, on est le 20 novembre, je le sais parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire des 13 ans de mon fils, mon second. Et voilà, je suis bien contente. Donc j'ouvre un nouveau carnet de lecture avec vous. Je viens d'en terminer un où je vous ai emmené une semaine avec moi pour vous montrer un petit peu comment et quand je lisais. Et pour répondre à la question qu'on me pose assez souvent, mais comment fais-tu pour lire autant ? Moi j'ai pas l'impression de lire beaucoup, enfin si bien sûr, puisque je lis souvent. Mais voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu, répondre à cette question-là. On va commencer avec pas de lecture terminée, mais des lectures en cours. Alors déjà, j'essaie d'avoir 3 romans en cours avec des histoires un peu différentes. Et donc là, on a Hidden Pictures de Jason Recula qui est édité chez Brajlon, qui est presque terminé puisque j'en suis là. Donc je vais le terminer, je ne sais pas quand, aujourd'hui ou demain. Demain, je pense. Ou après-demain. Je viens de commencer mon étincelle. J'ai lu vraiment qu'une première partie. C'est très étrange. C'est un roman de Ali Zamir qui vient des Comores. Et c'est étrange. J'attends de savoir la suite. Pour le moment, c'est un peu sous forme de conte. Une histoire de famille, pour le moment, qui s'écrit sous forme de conte raconté par la fille d'un couple. Voilà, donc j'attends de voir. Qui a une vision de la vie un peu pessimiste, voilà. Avec une écriture très belle dès le départ, qui m'accroche, et l'histoire, j'attends de voir. Alors, Mexican Gothic, je ne l'ai pas vraiment commencé, j'ai lu 2 pages hier soir, donc je vais le commencer aujourd'hui. Et sinon, en graphique, j'ai commencé L'Appel de Cthulhu de Gu Tanabe, édité ici chez Kiyun, dans cette très belle édition. Et moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai commencé, j'ai pas lu la moitié, mais je vais le lire petit à petit. Les dessins sont superbes. J'essaie de vous montrer un petit peu. Donc, c'est l'adaptation des nouvelles que j'ai lues l'année dernière. Et j'aime énormément pour le moment cette version-là, cette adaptation-là, en nouvelle horrifique. Je suis en train de lire Le Recueil Maudit, celui qui est sorti quand ? L'année dernière ou l'année d'avant. Je ne sais pas s'ils en sortent un tous les ans. Je sais qu'ils en sortent un là, d'ailleurs, que j'ai précommandé. Mais celui-là, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Pour moi, il est sorti au moment de la Covid, parce que on sent qu'il y en a pas mal qui font des petits rappels. Genre, souvenez-vous, peut-être juste après. Je vais regarder. Donc, c'est Amazon qui imprime ça. C'est une impression Amazon et tout l'argent qui est reversé pour l'achat de ce recueil est ensuite ici reversé à SOS Violence Conjugale. Et à chaque édition, c'est une nouvelle association pour lutter en fait contre des violences, des choses comme ça. Et voilà, donc là on a 63 nouvelles noires pour la cause, un collectif de 53 auteurs d'horreur. Et ben voilà, j'avance. Pour le moment, j'ai pas de coup de cœur. J'en ai un où j'ai regardé ce que la personne avait écrit d'autre et j'ai rien trouvé. Oui, c'était Négatif de Marc-Antoine Lauzon qui m'a bien plu. Après, sinon, pour le moment, il n'y a pas vraiment de coup de cœur. Vous voyez, les nouvelles sont très courtes, donc c'est plutôt sympa. Et dans mes oreilles, j'ai La mémoire fantôme de Franck Tillier. Voilà, qui est un focus sur Lucienne Bell avant qu'elle rencontre Charcot. Et après, je pourrais reprendre la suite après le syndrome E. Ah, attendez, je ne sais plus comment il s'appelle, celui où on a lu où ils se rencontrent. Voilà. Et après, j'ai la suite. Donc, je vais lire la suite. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Prévu cette semaine, rien de spécial, sauf samedi. On commence cette bricasse. Et bientôt, on commence aussi La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury. J'ai très hâte également, mais ça sera plutôt, je crois, début. Ce sera, je crois, que le week-end d'après. Je ne sais pas encore cette vidéo jusqu'où elle ira. Je pense que je viendrai vous voir quand j'aurai lu peut-être mes 3 romans, là, Hidden Pictures, Mon étincelle et Mexican Gothic. Et voilà, donc ça sera le rythme qui sera suivi. On verra entre-temps ce que j'ai fini de lire, s'il y a de l'audio, des graphiques, des choses comme ça. Je vous laisse là, je vous souhaite un bon visionnage, bienvenue sur la chaîne et j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, à plus tard.
Alors, petit point lecture du week-end, avec une lumière un peu douteuse, mais c'est pas grave. Hop, là, je galère un peu, attendez. C'est mieux. Alors, je viens plutôt vous parler de 3 choses. D'abord de Hidden Pictures de Jason Rekulak, édité chez Brajlon, que j'ai acheté en occasion, je crois, chez Gibert il y a un petit moment et que j'avais très envie de lire sur les conseils des Chroniques du Hérisson, Isabelle. J'étais très hypée par ce livre, qui est un livre young adulte, peut-être jeunesse, je ne sais pas, qui aborde l'horreur, on va dire. L'horreur, ouais. Du coup, un thriller angoissant. On va suivre une jeune fille qui sort de... Alors, elle sort pas tout de suite de cure de désintox. Je pense que ça fait 18 mois qu'elle est sobre. Elle buvait pas d'alcool, mais elle a pris des drogues. On comprendra pourquoi dans l'histoire. Enfin, voilà. Je ne vais pas vous dire le pourquoi du comment, parce que sinon, ça serait dévoiler des choses de l'histoire que je ne veux pas faire. En tout cas, cette jeune fille, Mallory, guidée par son mentor, va avoir l'occasion d'avoir un petit boulot avant de peut-être reprendre ses études. C'est pareil, je vous raconte pas ce qu'elle fait comme étude, ni qui elle est, parce que c'est une part importante de l'histoire qu'on découvre petit à petit. En tout cas, elle a la possibilité de rentrer comme nounou pour un petit garçon de 4 ans, 5 ans 5 ans. Teddy, qui est un petit garçon mignon, assez réservé, qui n'aime pas trop être avec les autres enfants. En même temps, il vient de déménager, il n'est pas à l'aise, il faut qu'il rentre dans une nouvelle école, il connaît personne, tout ça, blablabla. Et donc elle va faire un petit entretien d'embauche avec les parents. C'est un peu tendu l'entretien d'embauche, mais finalement elle arrive à avoir le job. Et elle est logée donc, dans une petite maison à côté de la maison familiale, près d'un bois. Voilà, ça fait... Bon, déjà, on sent qu'il y a des trucs bizarres. L'image, là, vous fait un petit peu flipper, hein, voilà. Ça parle de ce petit garçon qui fait des dessins qu'il montre. Et en fait, il a une amie imaginaire, Anya, voilà, qu'il dessine. Je vais vous montrer les tout premiers dessins, donc juste pour que vous soyez un petit peu hypés. Donc, il fait des petits dessins d'enfants, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, il fait des petits dessins d'enfants. Voilà. Et puis, Anya s'invite parfois dans ses dessins. Anya, elle fait un peu flipper, hein. Quand on tourne les premières pages, comme ça, je dis... Surtout que j'essaie de pas trop me spoiler. Donc, c'est quand même assez marrant la façon dont elle s'invite dans les dessins. Ça fait un peu flipper. On sent qu'il y a un truc qui est chelou avec cette amie imaginaire, comme disent ses parents. Voilà, donc en fait, ça tourne autour de cette histoire. Voilà, il y a un secret qui... on ne sait pas d'où il vient, mais il y a des trucs chelous qui se sont passés dans cette maison, ou non loin de cette maison. Et donc, Mallory va tenter de comprendre ce qui s'est passé. Elle va mettre les mains dans le cambouis. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper page-turner, franchement. Ça se lit vraiment tout seul. Il n'y a pas de faute de style. Certaines personnes sur la LC ont dit que vraiment, elles n'y avaient pas cru du tout. Moi, je trouve que c'est pas mal fait. Je trouve que c'est assez logique. Il n'y a pas trop de zones d'ombre. Effectivement, les personnages on n'a pas de catharsis autour des personnages, mais moi j'ai trouvé que le personnage de Mallory était assez intéressant, parce que du coup on se pose des questions sur elle aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Pourquoi est-ce qu'elle est sortie d'une cure de désintox si jeune? Je crois qu'elle est vraiment toute jeune. Elle doit avoir 20 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'est bizarre, quoi. On se pose des questions sur elle, et je trouve que le récit est hyper bien construit, parce que petit à petit on comprend ce qui se passe pour Mallory, pour ses enfants, pour ce petit garçon, pour cette famille, cette maison, ce lieu. Voilà, et je trouve que c'est vachement bien fait. Non, moi j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai même mis 16 sur 20 sur Livre Addict, donc voilà, moi j'ai été conquise par l'histoire, je trouvais que c'était très bien. Et je vous le conseille. Après, c'est sûr qu'on n'est pas dans une intrigue adulte, c'est pas compliqué en soi, vous voyez. Du coup, c'est léger à lire en thriller, et c'est pas mal aussi.
J'ai lu une adaptation de L'Appel de Cthulhu de Lovecraft par Gutanabe, la première adaptation que je lis de lui. Pourtant, son nom n'était pas inconnu, Gutanabe, mais j'ai regardé, j'ai rien lu d'autre. Et je vais lire d'autres choses, parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture de cette adaptation. J'ai retrouvé toutes les références, alors pas tout de ce que j'avais lu l'année dernière, parce que c'était des mélanges de nouvelles, mais j'ai trouvé qu'il avait réussi à retrouver ce principe de, comment on dit, l'histoire dans l'histoire. Vous voyez, Lovecraft, en fait, c'est quelqu'un dans une époque actuelle. Là, on va dire, c'est le petit-fils. Je sais pas si c'est le petit-fils. Si. Non, c'est le petit-neveu. Voilà, c'est Francis Thurston qui hérite des possessions de son grand-père archéologue. Il va mettre les mains sur des documents qui vont bouleverser sa vie. Et en fait, on va faire des flashbacks dans la vie de ce grand-père, mais pas que. On va aussi voir d'autres personnes. Et c'est vraiment comme ça dans le livre, qui est d'ailleurs coupé en petites nouvelles, entre guillemets. Donc j'ai bien aimé les redécouvrir. Je trouvais que les dessins, je sais pas si je vous ai mis des petites images, mais les dessins sont incroyables. Incroyables ces dessins. Moi j'ai été vraiment estomaquée par ces dessins. Je peux pas trop vous montrer. Non, je peux pas vous montrer parce que ce serait dommage, mais j'essaie de vous trouver dans les premières images juste le style, que vous voyez un peu ce style. Les visages. On se croirait vraiment dans un film en noir et blanc, quoi. Regardez-moi ça un peu. Moi, j'adore ces planches. C'est trop beau, quoi. Et donc, j'ai pris le temps de le lire parce que je l'ai vraiment savouré. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire en soi, le Cthulhu, cette légende. Le culte, en fait ça tourne autour du culte de Cthulhu. Je vais vous lire derrière parce que c'est très compliqué à expliquer. Une mystérieuse gravure représente son dieu, dépeint un monstre cauchemardesque. Selon le journal laissé par le professeur, cette tablette est l'œuvre d'un artiste qui l'a créée en pleine nuit, alors qu'il était assailli de visions d'une cité fantastique habitée par une créature gigantesque. Et en fait on va suivre le grand-oncle qui part sur la voie de ce Cthulhu et qui va tomber sur quelque chose qui va dépasser en fait ce qu'il avait pu imaginer. C'est effroyable. Je vous dis, c'est assez effroyable. Et l'adaptation est encore plus, je trouve, du coup, comme c'est visuel, je trouve que c'est encore plus effroyable que la lecture du roman, que j'avais aimé sans totalement apprécier, parce que je trouvais que c'était parfois un peu empoulé. Voilà, c'est parfois ce que je peux critiquer dans les livres classiques, c'est pas toujours le cas, mais là je trouvais que c'était un petit peu long en fait, avec des phrases longues. Je me souviens vraiment ça, des phrases longues, parfois c'était un peu désagréable pour moi. Là du coup on est en plein dedans, quoi. Ça a très bien fonctionné pour moi, c'est vraiment une belle découverte. Je mets 17 je crois sur Livre Addict, donc coup de cœur. Et puis, dans mes oreilles, j'ai mis La mémoire fantôme de Franck Tillier. Donc là, on suit Lucienne Bell avant le syndrome E, si je dis pas de bêtises, qui va se faire croiser Anne Bell et Charcot. Voilà. Donc en fait, je le lis alors que j'ai déjà lu la suite quand ils se retrouvent. Mais c'est pas grave parce que je suis déjà à la suite. Parce que j'ai pris en audio la suite. Je suis sur Gattaca. Et en fait, ça y est, j'ai remis le nez dedans. Vous verrez dans un prochain book haul que j'ai remis le nez dedans, j'ai décidé de tout lire. Voilà. Parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment. En fait, il y a... Pardon, j'entends. Il y a ce que j'aime. Il y a tout ce que j'aime dans un... Alors, pour moi, c'est pas... On est dans des policiers, mais je trouve que l'enquête... L'enquête est toujours amenée de façon naturelle, en fait, par des flics qui ne peuvent pas faire autrement que d'enquêter parce que c'est leur vie, quoi. Et c'est vraiment... je trouve que les personnages sont très très forts. Là, on retrouve Lucie qui a ses 2 petites jumelles et qui est toujours dans ce questionnement par rapport à sa vie de mère de famille seule et qui, en fait, un peu genre en bas de son immeuble, il y a une jeune femme, Manon, qui est retrouvée évanouie. Elle se réveille, c'est des jeunes de l'immeuble qui
qui appelle Lucie pour lui dire bah là vous êtes flic, on a trouvé quelqu'un qui dit des choses sans queue ni tête, et puis en fait voilà, il faut que vous y alliez. Elle dit bah non, j'ai pas envie d'y aller. Et en fait elle y va parce qu'elle peut pas faire autrement que d'y aller, et elle va se rendre compte que cette Manon ne sait plus où elle habite, elle sait plus qui elle est, elle sait plus ce qu'elle fait là, elle comprend pas, elle appelle, elle demande à voir son frère, et voilà. Et en fait, on va se rendre compte rapidement que la sœur de Manon est morte, et que Manon a une maladie du cerveau, une maladie qui lui fait oublier instantanément dans les 5 prochaines minutes ce qui se passe autour d'elle. Elle n'oublie pas qui elle est, mais elle oublie ce qui se passe. Les premiers tiers du récit va nous expliquer, va nous faire vraiment un bon topo sur toutes les maladies liées à la mémoire, à la perte de mémoire. C'était très très intéressant. Franck Tillier, c'est ce que j'aime avec lui aussi, c'est qu'il va dans le détail. Donc on va comprendre pourquoi la maladie de Manon est différente, c'est pas Alzheimer, c'est pas autre chose. Voilà, donc c'est très intéressant. Manon, elle est aidée d'un... Comment ça s'appelle son truc là ? Elle a un appareil en fait qui lui permet de se mettre des alertes ou de faire, en fait, de transcrire des choses dedans. Donc elle écrit souvent ce qu'elle... Comment ça s'appelle ? Parce qu'on le dit souvent en fait. Elle en parle souvent de son truc. Bon, en même temps, on s'en fiche. C'est genre un petit truc, genre un téléphone, quoi, ou une petite tablette graphique. Enfin, pas graphique, une petite tablette pour noter, en fait, des choses mémotechniques. Et du coup, elle arrive à vivre quand même une vie normale. Là, elle se rend compte qu'elle a été séquestrée. Elle a été séquestrée et sur le corps de Manon, il y a des choses qui ont été écrites. On ne sait pas qui les a écrites, si c'est elle qui s'est automutilée ou non. On va comprendre que pas forcément. D'ailleurs, je vous dis juste pour vous happer. Voilà, elle s'écrit des choses pour vraiment ne pas les oublier. Et elle y parle de professeur... Voilà. Elle a écrit, par exemple, là, quand on la retrouve au creux de sa paume, il y a écrit PR de retour. PR, c'est le professeur. Et quand on parle du professeur à Manon, tout de suite, il y a des choses, il y a des connexions qui se font quand même. C'est-à-dire qu'elle arrive à se souvenir de choses, parfois, pas tout le temps. Donc, il y a des connexions qui se font. Et Manon, mais du coup, Lucienne Bell va devoir faire appel à Manon, qui a ses problèmes de mémoire, pour aller au bout de l'enquête. Et elle va trouver des choses terribles. C'est-à-dire que ça y va vraiment petit à petit. Moi, j'avais vraiment envie de savoir ce qui s'était passé. Pas forcément pour le professeur. Moi, je suis très attachée à Lucienne Bell. C'est vraiment un personnage féminin que j'aime beaucoup, qui est torturé et qui se pose des questions sur la maternité, sur pas mal de choses, sur sa vie, sur ce qu'elle doit faire. J'aime beaucoup la façon dont Franck Tillier dépeint son personnage. Et donc, on va voir qu'il y a pas mal de choses qui sont liées à elle aussi. Et d'ailleurs, il y a un focus sur... on sait qu'il y a des choses dans l'enfance de Lucie qui sont pas nettes. Et on va en apprendre un peu plus dans ce tome-là. Je vous en dis pas plus. Voilà. C'est tout. Voilà, donc je vous invite à le lire si vous ne connaissez pas. Moi, généralement, je me souviens pas des enquêtes précisément. En revanche, je me souviens où je m'attache énormément au personnage. Et là, le personnage de Lucie, comme le personnage de Charcot, je les aime beaucoup. Donc, je continue. J'ai envie de savoir la suite. J'ai envie de savoir où il nous emmène. J'en ai 6 ou 7 à lire encore. Puisque dans mes oreilles, maintenant, j'ai Gattaca. Et j'ai déjà lu le tiers. Parce qu'en ce moment, je prépare pas mal de calendriers de l'Avent, des trucs et tout. Je dois faire de la teinture demain. Donc, en fait, il y a des moments où j'ai 2-3 heures... je suis concentrée en train de faire quelque chose. Et là, j'adore avoir un Franck Tillier dans les oreilles, quoi. J'adore. Voilà. Je vais vous prendre sur cette vidéo jusqu'à jeudi, peut-être. Parce que après, je vais reprendre, comme l'année dernière, les Vlogmas et venir vous voir tous les 2 jours. J'ai d'ailleurs finalisé mon calendrier d'avant. Et j'ai des livres. J'en ai tellement, en fait j'ai pas compté. J'en ai tellement que je suis allée jusqu'au 24, parce qu'après je pars, donc je pourrais pas faire pendant une semaine, ça va être compliqué pour moi de faire des vlogmas, bien que peut-être que je mettrai des petites vidéos où je montrerai ce que j'ai offert comme livre, des choses comme ça, ce que j'ai reçu, je verrai en fait.
Mais du coup, le plus, parce que je sais même plus ce qu'il y a dedans en fait. J'en ai mis un pour le 31 et le 1er, je crois, janvier. Et après, j'en ai mis un pour chaque mois jusqu'au mois de mai, parce que j'en avais trop. Donc chaque début de mois ou au moment du book haul que je tournerai, parce que l'année prochaine, je vais essayer de faire des book hauls par mois, on va voir. Et si j'y arrive. Parce que j'aimerais acheter moins de livres l'année prochaine, ça va être un de mes challenges. Oui, je voudrais bien, en fait, mon challenge de l'année prochaine. On en reparlera, mais concrètement, ça serait le 1er janvier de faire le point sur le nombre de livres dans ma pile à lire et que à la fin de l'année, voire novembre, j'ai 2 fois moins de livres dans ma pile à lire. Pourquoi ? Parce que je suis un petit peu... En ce moment, je sens une petite frustration de... j'ai envie de lire ça, mais je peux pas parce que j'en ai tellement d'autres à lire sur le même sujet que non. Alors qu'en fait, j'ai énormément de bouquins. Tous mes bouquins me font extrêmement envie. Je ferai un tri, je pense, à la fin de l'année pour vraiment voir les livres que j'enlève en fait temporairement ou complètement de ma pile à lire. Et après, je partirai sur ce nombre-là pour ensuite décider de diviser ce nombre par 2 si j'y arrive. Allez, vas-y, on se fait un petit challenge pâle pour l'année prochaine. Ma pâle à moitié, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me direz en commentaire. Bref, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai, je pense, mercredi ou jeudi prochain pour clore cette vidéo, voir si j'ai d'autres lectures terminées. Pas sûr, peut-être des graphiques, on verra. Parce que là, j'ai commencé une énorme bricasse. J'ai commencé ce matin L'ami imaginaire de Stephen Chbosky, si je prononce bien. Mais j'ai encore... mon étincelle sera peut-être terminée. J'ai Mexican Gothic. J'en ai d'autres, des bouquins. Voilà. Mais... on terminera, tranquillou, pas de pression. Et ensuite, on entamera les vlogmas où je viendrai vous parler de mes lectures, voilà, tout ça. Et bientôt, là vous l'aurez vu, je vais tourner ce week-end, je pense, peut-être demain après-midi, ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Trop contente. J'aime beaucoup la présentation de cette année. Je me souviens plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Muffin and Books ? Non, c'est pas elle. Si, peut-être. Voilà, je vous mettrai peut-être sa petite vignette là. J'avais regardé ces vidéos à un moment, et puis je sais plus, alors je devais être abonnée sur mon autre compte. Et du coup, j'étais pas abonnée à sa vidéo, donc à sa chaîne. Donc là, je me suis abonnée. J'aime bien, elle est rigolote, et elle a fait cette année, elle a fait ça autour du chant de Noël de Dickens. Le chant de Noël, c'est pas un conte que j'aime particulièrement. Scrooge, je l'aime pas, certes, il est vraiment très très désagréable, mais même à la rigueur, je le trouvais tellement il était désagréable, je trouvais ça rigolo. Et j'aime pas cette remise en question pour aller vers le bien, vous voyez. Bien sûr que c'est important de faire des choses bien, mais là, c'est un tel revirement que j'y ai pas cru du tout et que j'ai pas aimé. Donc... mais c'est pas grave, je pardonne ça. Ça veut pas dire que je vais pas lire d'autres choses de Noël. Moi, ce que j'aime dans Noël, par exemple, c'est les contes que Tolkien a écrits pour ses enfants. Ça, qu'est-ce que j'ai aimé. Je pourrais vous parler un petit peu des livres autour de Noël qui m'ont bien plu. J'en ai pas lu énormément. J'en ai prévu un, là, qui est vraiment... Je pense qu'il va être super. Je croise les doigts. Parce que moi, j'adore Noël. J'adore l'Avent et j'adore Noël. Après, j'ai une petite dépression post-Noël. Donc, me faire des cadeaux après, ça va être très bien. Parce que j'ai besoin, en fait, j'aime pas... Janvier, ça va, mais parce que c'est le renouveau, la remise en question, on se pose plein de questions, on s'organise pour l'année. Février, je n'aime pas du tout. Généralement, je suis très... je ressens vraiment l'hiver et le poids de l'hiver en février. Mais sait-on jamais, peut-être cette année ça ira mieux. Après, je suis pas malheureuse, donc ça va, ça me rend pas extrêmement malheureuse, mais je le sens, vous voyez, l'ambiance là, j'aime pas février. Et donc le Cold Winter Challenge va m'aider. J'ai prévu des lectures un peu légères, mais pas que, je suis un peu allée aussi à l'opposé. Enfin bref, j'ai très envie de tourner ma pile à lire. Si elle est sortie, je vous mettrai le petit i. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous laisser là, on se retrouve très vite. Waouh. Oh, la lumière blafarde là, je suis pas en forme. Voilà, c'est horrible. Attendez. On va pas pouvoir faire mieux que ça. On a l'impression que j'ai été liftée.
Et je vous assure que non. Bref, il fait nuit dehors. Donc il fait nuit, il fait froid, il fait gris. Je suis désolée, ça va se terminer comme ça. Je me suis maquillée quand même un peu. Faut dire qu'aujourd'hui on est le 30 novembre et en fait je devais déjà tourner hier, mais hier c'est mercredi. J'ai pas eu le temps. Bien que vous allez voir dans la vidéo de demain, qui est donc le premier vlogmas, j'ai réussi à me faire un petit rideton. J'avais trop envie. La nana complètement ouf, elle a 50 000 trucs à faire, elle se fait un petit rideton. Mais en fait, j'ai juste fait pas mal de livres audio, mais voilà. En tout cas, là, on parle pas de ça. On va parler des dernières lectures, des dernières lectures de ce carnet de lecture. Et il y en a pas mal finalement. Alors, dans l'ordre, pas dans l'ordre. On va commencer. Ouais, allez, pas dans l'ordre, on s'en fiche, pas celui qui est au-dessus, puis on les pose. Parce que, en fait, il est 8h15 et qu'il faut que je bosse, donc on va faire ça en temps limité. Et puis en plus, il faut que je fasse le montage et tout, bref. Alors, j'ai lu Hide Out de Masasumi Kakizaki, édité chez Kiyun. C'est un one-shot. Je pensais que c'était une série, je me suis dit oui, c'est un one-shot. Quand je l'ai fermé, j'ai fait oui. Parce que c'est vachement bien, en fait. Alors, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire d'horreur. Alors, comment vous expliquer ça ? C'est un couple qui est sur le déclin et ils partent à l'étranger, on sait pas trop où. Bon, ils vont dans une station balnéaire pour essayer de recoller les morceaux, genre sur une île, vous voyez. Sur une île, et puis le mari propose à la femme d'aller faire une excursion parce qu'on lui a parlé d'une belle... j'allais dire une fontaine. Une belle cascade à aller voir, tout ça. Donc la femme, elle est pas super contente, surtout qu'il se met à pleuvoir super fort. Enfin, c'est horrible. Elle dit mais c'est pas possible. Et en fait, on comprend très très vite que ils ont perdu un enfant et qu'ils essaient de se reconstruire et que c'est difficile et que finalement ils se détestent. Et ils se retrouvent dans une situation où ils vont porter atteinte à la vie de l'autre. Et déjà que c'est un peu glauque, se rajoute à ça des personnages qui font flipper. Voilà, à peu près le pitch. C'était vachement bien, super efficace. J'ai vraiment adoré en fait. C'était parfait pour mon exploration de l'horreur. Je vais essayer de vous montrer parce que les dessins sont assez incroyables. Alors, sans trop vous spoiler, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors, attendez, parce que chaque page, très très vite, hein. Juste pour que vous voyez un peu l'ambiance. C'est très cinématographique, ça se lit très vite parce que vous voyez par exemple sur ces pages-là, il n'y a pas de texte. Bon, parfois il y en a un peu plus quand même. On est beaucoup dans des ombres, des regards qui font flipper, quoi. Et on comprend pas trop. Ce qui se passe parce qu'à un moment on se retrouve dans un endroit confiné et on ne sait pas d'où les choses peuvent arriver et on le ressent très bien, le stress. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y a une personne qui m'a dit en commentaire « Mais comment tu fais pour dormir la nuit en lisant tout ça ?» Bah écoutez, je dors très bien. Ça me pose aucun problème. C'est ce que je lui disais, c'est que certainement un exutoire de toutes mes peurs en fait. Voilà, en ce moment je lis 2 livres d'horreur ou d'angoisse en même temps. C'est un peu sport. J'avoue, mais c'est quand même pas mal, hein. Enfin, moi, ça m'éclate, en fait. J'adore, je suis dedans, en fait, ça me prend, vraiment, ça m'accroche et j'ai envie de savoir la suite, même si j'ai un petit peu peur, je ne peux que tourner la page suivante. Je vous le conseille. J'ai fini la lecture de Mon étincelle de Alice Zamir, édité au Tripod, qu'il faut que je rende à la bibliothèque, mais d'abord, il faut que je note les petites choses parce que c'est un livre, alors vraiment, pas dans la forme, dans le style très original, certainement très empreint de la culture des Comores. C'est une jeune fille qui parle, qui s'appelle Étincelle. C'est le prénom que sa mère lui a donné. Et par sa voix, donc elle s'adresse vraiment à nous, lecteurs, comme si elle nous racontait l'histoire notamment de ses parents. Et en fait, elle va raconter l'histoire de sa mère, qui s'appelle Douceur, et de son père, qui s'appelait Douleur. Et elle va raconter cette histoire-là. Elle va raconter à sa fille son histoire, et nous, elle va nous la raconter. Et de temps en temps, elle nous parle. Et c'est écrit un peu comme un conte. Et
empreint de beaucoup d'histoire à l'intérieur de l'histoire, avec des personnages assez étonnants, notamment je pense à Dafalgan et Feralgan, qui sont deux personnages masculins plutôt pas sympathiques. Il y en a un autre qui s'appelle Espoir. Vous voyez, ils ont vraiment... Espoir aussi, il est haut en couleur. Les personnages sont assez hauts en couleur. L'histoire est assez touchante. L'histoire d'amour des parents est assez touchante. Le personnage principal a aussi son propre parcours qu'elle raconte. Elle est assez jeune. Et par son biais, on est, je trouve, immergé certainement dans une culture très locale. C'est ce que j'ai ressenti. Et du coup, j'étais contente parce que c'était vraiment une belle immersion dans une littérature qui a été saluée par le public. Hein. Donc, je pense que... Ouais, elle a eu mention spéciale du prix Vepler, prix Senghor du roman francophone. Effectivement, je dis elle, mais c'est il, pardon. Il est né à Lizamir en 87 sur l'île d'Anjouan, dans l'archipel des Comores. Aujourd'hui, il vit dans le sud de la France. Et Mon étincelle est son second roman. Et vraiment, c'était bien. J'ai pas été émue particulièrement. J'ai pas été non plus... j'avais pas non plus super envie d'y retourner. Mais je l'ai lu parce que je voulais le lire. Et pour moi, ça restera pas, je pense, très longtemps dans ma tête. Mais c'était vraiment une lecture très plaisante. Et avec un style superbe. J'ai vraiment adoré le style d'écriture. C'était très beau. Très très beau, et j'ai marqué des pages parce que j'ai trouvé qu'il y avait des endroits qui étaient vraiment superbes, notamment sur le statut de la femme, qui était intéressant, et ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la société actuelle et dans ce monde dans lequel elle vit. Sa mère qui réveille le matin sa fille. Réveille-toi, mon étincelle, mon rayon de soleil, soleil doux, douceur du jour, jour de lumière, lumière du soir, soir d'espoir, espoir de vie, vie de merveille. Réveille-toi, mon étincelle. On a tous envie de se faire réveiller avec ces mots-là. Voilà, je trouvais que c'était vraiment plein de douceur, en tout cas. Ouais, vraiment, c'était assez chouette. Hein, mais je vous dis, je suis pas sûre de le garder longtemps dans ma tête, mais c'était vraiment une bonne lecture. Très étrange de dire ça. J'ai fini de lire à mes enfants le second tome des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui s'appelle Les carnets de Cornelius Renard, édité chez l'École des loisirs et illustré par Sanoé. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que je pense que vous en avez ras la casquette des retours sur ce livre, je vous montre juste quelques illustrations. C'est un roman très jeunesse, hein, mais voilà. Comment dire ça ? C'est un roman très jeunesse que je prends un plaisir particulier à lire à mes enfants parce que je trouve que c'est très bien écrit. Je trouve que c'est très bien écrit et à lire, c'est un bonbon à lire. Après, moi-même, je pense que si j'étais toute seule sans enfant, je n'aurais pas forcément envie de le lire, vous voyez. Bien que, après, vraiment, c'est vraiment... vu sous le prisme des animaux de la forêt. On parle d'une librairie, et puis on va suivre les aventures de Cornelius Renard, d'Archibald de Renard, pardon, qui est libraire et qui va se faire déloger de sa librairie, et il va essayer de comprendre en retrouvant les carnets de son grand-père, si je dis pas de bêtises, c'est ça, parce que j'ai du mal avec les arbres généalogiques dans des histoires, surtout quand je les lis pendant longtemps, parce que là on l'a lu sur 2 mois, quoi. Voilà, donc son grand-père, et en fait on va comprendre l'histoire petit à petit. Alors voilà, bon, il s'est amusé à planquer les carnets partout dans la forêt. Franchement, il aurait pu mettre tous en même temps, quoi. Ça aurait été plus simple, on aurait compris tout de suite. Bref, j'ai bien aimé, alors pour ceux qui l'ont lu, moi j'ai bien aimé la fin de l'histoire, le rebondissement de l'histoire. Mes garçons ont fait « Quoi ?» Tout ça pour vous donner envie de lire. « Quoi ? Ah bon ?» Et moi-même j'ai dit « Ah ouais, d'accord, ok, très bien. » C'était bien amené parce qu'on s'y attendait pas, franchement, c'était pas mal amené. Et du coup, tout le sujet se remet dans une autre lumière vis-à-vis de ce truc à la fin. Donc ça, c'était pas mal. C'est vraiment agréable à lire. Donc je suis contente parce que j'ai mis le 3e dans le calendrier de l'avant de mes garçons. Donc on va pouvoir lire la suite. Et ouais, j'aime bien. Voilà.
mais vraiment très jeunesse. Mais si vous avez des enfants, franchement, si vous voulez vous éclater à lire un livre à vos enfants, prenez celui-là, surtout qu'en plus, vous vous arrêtez pour regarder les images. Alors, juste pour vous dire que moi, Lucien, pour donner réaction des enfants, parce que c'est quand même important, quand on en était, parce que là, en fait, dans les pages jaunies, là, c'est le carnet du grand-père. Et quand on arrivait au carnet, il me disait « Ah non, tu peux pas passer ?» Bah non, on peut pas passer, parce que sinon on comprend rien à l'histoire. En fait, il trouvait l'histoire assez triste, parce que l'histoire du grand-père est pas rigolote. Donc juste ça, quoi. Des fois, les enfants, ils ont pas envie forcément de lire des trucs tristes. Hein. Des fois, ils aiment pas ça, surtout quand ils ont 9 ans, là, comme Lucien, ils ont pas envie. Alors, j'ai lu ça aussi. Poison de Golo Zhao, édité chez Pika Graphique, qui est une... Alors, j'allais dire c'est un manga, mais c'est pas un manga, puisque ça se lit... ou alors c'est écrit à l'européenne, mais c'est pas un manga. C'est un roman graphique, inspiré d'une histoire réelle et d'un fait réel historique. Je vous lis juste. Plus de 60 millions d'enfants des campagnes pauvres chinoises vivent sans leurs parents partis travailler dans les grandes villes. Laissés aux grands-parents, à un membre de la famille, parfois complètement abandonné, ces enfants sont livrés à eux-mêmes dans un pays où l'exode rural se poursuit. Lili Zhang habite dans un village très pauvre du sud de la Chine, abandonnée par sa mère. Elle vit avec ses 2 petites sœurs chez leur grand-mère qui pourvoit difficilement à leurs besoins. À l'école, je vais vous raconter la suite, après, elle est victime de harcèlement. Et elle a juste une amie, genre qui pue et qui est moche, tout ça, et dont elle veut pas. Et cette amie a une petite sœur qui leur colle au basque. Et il va y avoir un drame, quoi, avec cette petite fille. Je m'arrête là parce que ça sert à rien d'aller plus loin, surtout qu'elle n'est pas très longue à lire. C'était pas facile à lire, hein, parce que ça se sent que c'est hyper réaliste et ça témoigne de difficultés réelles, quoi. Et du coup, ça prend vraiment, ça a un poids plus lourd en fait à digérer, quoi, en tant que lecteur. Mais j'ai trouvé que l'exercice était vraiment très bien fait. On va suivre l'enquête en parallèle et les inspecteurs qui petit à petit vont comprendre ce qui s'est réellement passé parce qu'il y a des morts, quoi. Et en fait, ça fait froid dans le dos. Voilà. Je trouvais que c'était bien réussi. C'est une BD en couleur, un assez grand format. Je peux pas vous montrer trop. Je vais vous montrer ça. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Golo Zhao, je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? La balade de Yaya, voilà, c'est lui qui a fait la balade de Yaya. Et effectivement, il aime bien faire des focus. Je ne sais pas si vous avez vu la balade de Yaya. Il aime bien faire des focus sur des moments historiques et ensuite raconter des histoires. Là, c'est ce qu'il a fait aussi. Et c'est un exercice qui fait bien. Et ses dessins sont assez remarquables. Son trait de dessin est reconnaissable. Ensuite, de BD, alors j'ai lu Les Carnets de Cerises, le tome 2, le livre d'Hector édité dans la collection Métamorphose, édition Soleil. Voilà. Je l'ai lu parce que je veux mettre le troisième est dans mon Cold Winter Challenge. Et en fait, c'était sympa d'y retourner. C'est vraiment une BD jeunesse aussi, c'est pareil. Alors là, c'est vraiment... ça se lit. Après qu'il y a beaucoup de textes, par contre. C'est pas une BD qui se lit... ça s'ouvre toujours avec le début du carnet, vous voyez, de Cerise. Hein. Elle écrit ses mémoires. C'est les vacances d'été. Et ses copines sont parties. Elle s'ennuie. Et elle écrit beaucoup. Voilà. Et ensuite, après, elle va, comme d'habitude, trouver qu'il y a un truc un peu chelou avec une vieille dame qui, parce qu'elle a rien à faire, donc du coup elle s'ennuie, elle zone un peu dans les rues de sa ville, et elle voit une dame qui sort toujours à la même heure, qui va toujours à la bibliothèque, qui emprunte toujours le même livre dans la bibliothèque, et qui revient chez elle toutes les semaines. Elle fait la même chose, et elle dit il y a un truc bizarre quand même, et elle va creuser. Quand ses copines vont revenir de vacances, au lieu d'aller jouer avec elle, elle va les laisser un peu tomber pour aller continuer son enquête. Elle est un petit peu têtue. Et donc elle va mettre en difficulté son amitié avec ses copines au profit de cette enquête, jusqu'à ce qu'elle ait résolu l'enquête. Voilà. C'était mignon, franchement, c'était mignon. Ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est ça qu'on dit?
Je sais jamais cette expression. Bref, mais c'était sympa. Et du coup, j'ai bien envie de lire le troisième, à mon avis, qui sera très enneigé, parfait pour l'hiver. Je vous ai pas dit que c'était de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Elle est mignonne, cette petite cerise. Et pour terminer, une BD que j'ai lue dans le cadre du Tour du Monde, comme les Comores. Là, on est à Madagascar. L'auteur est comment on dit, hein, vous savez, je peux le mettre là. Donc c'est Rolling Pen et Katmouth James. C'est le tome 1, Les yeux d'Isalo, des bulles dans l'océan. Alors ils disent que c'est un tome 1, mais franchement, il peut se lire tout seul. Et d'ailleurs, moi, je n'irai pas acheter la suite. Alors, alors moi j'ai une dédicace, je l'ai acheté sur Momox, et j'ai une dédicace pour une autre famille. Mais c'est pas grave, il est mignon ce petit dessin d'Harry. Donc c'était pour la famille Roubaud. Moi c'est pas la famille Roubaud. Mais le dessin est très mignon. C'est une histoire de malédiction, une histoire d'une petite fille qui est dans un village, ce type de village avec des huttes comme ça, le village est vraiment soumis aux difficultés arides du climat. Donc ils n'ont pas grand chose à manger, pas grand chose à boire et... Harry, qu'on suit cette petite fille, au lieu de préserver son eau, par exemple, elle le donne pour une petite fleur qu'elle trouve à côté d'elle. Là, elle veut lui donner son eau et les autres enfants la regardent bizarrement parce qu'ils ne comprennent pas. Elle est un peu différente des autres. Et en fait, il y a un grand prêtre un grand prêtre, je ne sais pas si c'est un prêtre, le doyen du village qui fait des incantations. Et en fait, le ciel lui dit qu'il doit sacrifier un des enfants du village pour ensuite pouvoir sauver le village. Et c'est bien entendu Harry qui va être choisi. Et voilà, donc elle va partir avec le doyen et il va l'abandonner quelque part. Et incroyablement miraculeux, le village va s'en sortir. Mais Harry, qu'est-elle devenue? Voilà ce qu'on va savoir. Alors c'est c'est aussi à mon avis assez représentatif d'une vie à Madagascar, puisqu'on est à Iorombe, sud de Madagascar, une des contrées oubliées de la Grande Île, mais connue comme étant une région aride et désolée, propice à la famine et aux histoires les plus fantasques. Je ne sais pas si cette région existe vraiment, j'imagine que oui. Et donc c'est très inspiré, je trouvais que c'était bien aussi pour l'immersion dans cette contrée lointaine. Et j'ai trouvé que c'était sympa, franchement c'était sympa, je pense que je vais la faire lire à mes enfants, ça pourrait leur plaire, mais moi j'irai pas forcément plus loin. Les dessins étaient... ouais, bon, c'est pas trop mon style de dessin, mais c'est très actuel. Mais si, c'est sympa, hein, franchement c'est joli. Mais un peu trop, je sais pas comment expliquer, un peu trop lisse à mon goût. Voilà. Surtout que l'histoire est assez sombre. En fait, elle est pas vraiment sombre. Elle pourrait l'être, mais elle n'est pas vraiment. Et les dessins en sont à l'image. Bon, voilà. Faut que j'aille bosser. Il est 8h30. Ça va, j'ai encore un petit moment. Cette vidéo va sortir aujourd'hui. Et demain, ça sera la vidéo du rideton et du premier jour du Vlogmas. Trop contente parce que je vais ouvrir mon premier cadeau. Bref, on se retrouve demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien dans cette dernière journée de novembre. Je vous fais des gros bisous et de très belles lectures à vous. Et à bientôt. Bye bye.